Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce meet-up. Vu qu'il est 13 heures, on va gentiment commencer. Et puis ceux qui arriveront au compte-gouttes, je pense qu'ils ne vont pas rater trop d'informations. Donc, pourquoi j'ai une trait là? Je ne sais pas. Pour commencer, je vais vous présenter rapidement le pourquoi j'ai décidé de vous faire une introduction à la sobriété numérique, et puis pourquoi, enfin, que signifient les renversés finalement, et puis une brève description de mon parcours. Moi je m'appelle Claire, donc j'ai fait un bachelor en photographie. Je suis arrivée chez Socraft en janvier dernier. Et en fait, la sobriété numérique, en fait, c'est arrivé il y a à peu près un an ou deux dans ma vie, où je me suis en fait posé la question de comment associer mes convictions personnelles avec mon métier. Donc j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, à comment peut-être éco-concevoir. Et finalement, ça m'a mené à une formation sur la sobriété numérique que j'ai suivi l'année dernière à Paris. J'ai pu faire donc un certificat. C'est toi qui partages l'écran. Du coup, j'ai pu faire un certificat, excusez-moi, là-dessus. Et, et voilà. Donc, j'ai mis un peu de temps à me décider à parler de ce sujet parce que je ne savais pas comment sous quel angle prendre le problème. Et j'ai voulu en profiter en fait des renversés. Donc, les renversés, c'est un événement qu'on fait chez Socraft tous les mois normalement, où on renverse notre connaissance et des sujets qui nous plaisent. Donc voilà, le but c'est de le rendre public pour faire participer plus de monde et puis voilà, enfin, faire venir des personnes qui peuvent être intéressées sur les sujets. Donc voilà. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci. Je peux plus Hop. Donc voilà. Pourquoi la sobriété numérique finalement en fait, c'est vraiment né d'un constat où dans ma vie personnelle, j'essayais de faire attention à essayer de manger local, à mettre plein de petits systèmes en place pour préserver l'environnement avec les outils et les moyens que j'avais. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de mettre ça en place dans mon métier et de réfléchir en fait et de changer mes façons de penser et de faire dans mon métier. Pourquoi j'arrive pas J'ai un petit souci pour passer mes slides. Je sais pas. Peut-être cliquer dessus. Donc du coup, on va commencer par parler donc, de la sobriété numérique, ensuite de l'éco-conception web, et puis j'aimerais bien garder un petit temps pour des échanges libres où on pourrait chacun parler de. On pourrait chacun parler de notre vision de la chose et de comment on peut peut-être apporter des solutions. Donc la sobriété numérique. Quels impacts du numérique? Alors le numérique, il faut savoir qu'il y a quand même des impacts hyper positifs. Donc sur la santé, voilà, il y a eu des grandes avancées dans le domaine, notamment sur le fait qu'on puisse actuellement faire des IRM, détecter des cancers, trouver des maladies. Donc c'est vraiment une très très grande avancée. Ça a pu limiter nos déplacements grâce aux visioconférences, au télétravail, aux outils qui nous permettent de nous appeler à distance. Ensuite, également, les ressources, c'est quand même un puits d'informations et de connaissances et on a vraiment accès à ça rapidement et de partout. Donc, c'est plutôt quand même un impact assez positif. Et puis, le côté social qui nous permet quand même de rester en contact avec nos proches malgré les distances et malgré la situation, par exemple, due au Covid, où on a dû tous se retrouver chez soi, on a quand même pu rester en contact avec nos proches, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Ensuite, on peut voir aussi que on a un panel
on a un panel de... pardon, excusez-moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est cette ligne bleue? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'elle apparaît? Bon, c'est pas grave. Je suis désolée. Je suis désolée pour le petit problème technique. Tu peux repartager. Voilà, excusez-moi. Voilà, il y avait une petite ligne bleue qui... Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il y avait cette ligne bleue. Du coup, pour revenir sur les produits numériques, on voit qu'actuellement, en fait, on a plein d'outils. On a des ordinateurs, des téléphones, des montres connectées, on a des bagues connectées. Enfin, on a vraiment un panel de produits qui est très important actuellement, et ce qui est super parce que du coup, tout le monde peut s'y retrouver et tout le monde peut trouver le produit qui lui correspond et qui lui plaît. Mais il y a un côté qui peut être vu comme négatif sur le fait que plus il y a de produits, plus on a besoin d'en fabriquer, plus c'est coûteux en termes de ressources. Et aussi, on peut voir aussi le fait d'avoir plein de produits chez nous. Finalement, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, ce mode de vie, donc d'avoir toujours plus de produits, d'être dans un système un peu de surconsommation, ça touche quand même des grands domaines. Donc, on peut voir le climat. Donc là, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 1 ou 2 jours, il y a l'ONU qui a publié un rapport comme quoi, d'un point de vue climatique, on est quand même dans l'un des pires scénarios et qui resterait 30 ans, en fait. Si on continue à ce rythme-là, il nous resterait en fait 30 ans à vivre, donc ça fait un peu peur quand même. On voit aussi que il y a eu un rapport aussi du coup qui était aussi en début d'année de l'ONU où il parlait que le principal problème au niveau du climat, c'était sur le réchauffement climatique et du coup ça va faire donc migrer des populations, ça va engendrer des problématiques peut-être de migration de masse. Après, d'un point de vue biodiversité, là, on a une régression écologique qui est très importante. Ça fait des années qu'on voit qu'il y a énormément d'espèces qui disparaissent, qu'on a aussi, là, qu'on perd des insectes, des plantes, on perd énormément de choses dans cette biodiversité. La petite image que je vous ai mis avec l'éléphant et le logo Mastercard, c'est en fait c'est une campagne de pub que Mastercard entreprend. En fait, l'idée c'est de créer des cartes bancaires avec des jolies photos d'animaux et que la date d'expiration de cette carte bancaire, c'est la date d'expiration en fait de l'animal. C'est quand cette espèce va s'éteindre. Donc, c'est quelque chose c'est dur, mais c'est peut-être positif comme campagne parce que peut-être que ça va réveiller des consciences et peut-être faire changer des personnes et peut-être que des personnes vont s'intéresser à notre impact, de notre manière de consommer et peut-être que ça va réveiller des consciences. Et ensuite, d'un point de vue ressources, on a un épuisement des ressources non renouvelables, dont l'énergie. Voilà, on voit que actuellement, par exemple, pour fabriquer nos smartphones, il faut du coltan et cette ressource va être épuisée dans 30 ans. Donc, on ne sait pas comment on peut la remplacer, on ne sait pas la recycler. Donc, peut-être qu'il faudrait investir dans des façons de faire pour apprendre à recycler ou à faire différemment. Et puis, humainement, il y a quand même des impacts sociaux et sociétaux. Donc, on peut voir que pour les impacts sociaux et sociétaux, donc, on va prendre l'exemple du smartphone parce que c'est un exemple qui est assez pris souvent et qui est très parlant vu que on en a quasi tous. Donc, pour créer notre téléphone, on a besoin d'extraire des minerais. Donc, souvent, ces extractions se font sur le continent africain ou en Asie. Et on sait que, par exemple, pour reprendre l'exemple du coltan, on a 40 000 enfants qui partent chaque an pour aller chercher ces ressources, donc, ce qui est quand même pas rien, 40 000 enfants. Et puis, souvent, on sait qu'ils n'ont pas des conditions géniales, hein, c'est plutôt des conditions difficiles, ils sont très peu payés.
Et puis voilà, enfin, juste des enfants qui vont travailler, c'est quand même, enfin, dans ces conditions-là, c'est quand même assez dur. Ensuite, la fabrication se fait souvent en Asie, où bah, là, en fait, on demande aux personnes donc, de maintenir un rythme qui est quand même assez, assez conséquent et où ils vont travailler dans des conditions voilà, qui sont quand même plutôt difficiles. Pareil, ils vont peut-être, enfin, là, ils vont faire des horaires abominables et puis vivre dans des conditions qui ne sont pas forcément terribles. Et puis, bah, la partie utilisation, bah, elle se fait chez nous. Donc, bah, nous ça va bien. Enfin, nos petits soucis, c'est peut-être que notre écran va se casser, qu'on aura un problème de batterie. Mais en soi, voilà, on n'a pas vraiment de problème. Et puis, bah, la partie recyclage, alors, y a des produits qui sont recyclés, mais il n'y en a pas suffisamment. Et puis, bah, tous ceux qui ne sont pas recyclés et qui ne peuvent pas être recyclés, bah, ils repartent en fait en Afrique ou en Asie. Et on voit donc des décharges à ciel ouvert où, bah, pareil, en fait, on retombe dans ce cycle où il va y avoir autant des enfants que des adultes qui vont aller récupérer ce qu'ils peuvent récupérer et essayer de le revendre. Donc, enfin, on crée quand même une pollution des terres, une pollution des airs, une pollution des eaux. Enfin, ça touche quand même tout un panel et voilà. Donc ça, c'est vraiment une très, très grosse problématique par rapport à nos produits numériques. C'est vraiment bah, la partie extraction, fabrication et recyclage qui est améliorée. Donc, quand même, sur 4 points, ça en fait 3, c'est quand même assez conséquent. Donc, bah, vous me direz comment faire finalement. Donc, il y a des systèmes qui existent. Donc, bah, le développement durable, je pense que vous avez entendu parler de ça. Je vous fais une brève explication où voilà, le développement durable consiste à prendre en compte 3 P, donc la planète, les personnes et puis l'économie. Et le but, c'est que tout ça soit en harmonie, donc que ça soit vivable, viable et équitable pour vivre dans un monde durable, en fait. Et le problème actuel, c'est que bah, on a trop de... on n'est pas en harmonie avec tous ces mots. Et je pense que c'est ça la vraie problématique actuelle. Et donc, bah, on a 2 approches efficientes, donc faire plus avec moins. Donc, ce qui sous-entend peut-être bah, de trouver des techniques de recyclage, de trouver des autres méthodes de fabriquer. Et puis, bah, sinon, il y a une matière radicale, efficacité, bah, totalement changer de direction et peut-être se dire que bah, c'est un système qui nous correspond pas et changer totalement de direction. Il y a une autre méthode qui est très jolie, je trouve, qui s'appelle le cradle to cradle, donc qui signifie berceau vers berceau. Donc en fait, là, l'idée, ça serait que autant dans le monde biologique que dans le monde tech, qu'on puisse en fait concevoir des produits en réfléchissant à comment récupérer toutes les ressources qu'on a eu besoin pour construire ce produit et ensuite de pouvoir donc récupérer et refabriquer en fait des produits avec ça. Donc là, c'est une logique vraiment de cercle, on va dire, vertueux, puis c'est de cercle fermé, en fait. Et ça, c'est une très, très belle méthode. Je pense qu'il serait vraiment superbe, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de limites. Enfin, par exemple, bah, il y a certains matériaux certains alliages qu'on va faire et qu'on ne pourra pas peut-être séparer et remettre à l'état naturel, en fait. Donc, je pense qu'il y a quand même des limites, mais ça serait chouette si on pouvait arriver à faire ça. Donc, la différence entre le cradle to cradle et le développement durable, bah, il y en a 2. Donc, le développement durable, c'est plus une vision de réduction d'impact. C'est vraiment, voilà, les mots-clés qui sont notés, c'est réduire, éviter, minimiser et prévenir. Voilà, c'est vraiment essayer de se dire, bon, bah voilà, là, on a trop, bah ok, on fait moins. On fait avec moins et on essaie peut-être de sortir de ce système, on essaie de faire autrement. Peut-être qu'au lieu d'écrire des notes sur mon téléphone et de mettre ça sur, je sais pas moi, je vais dire au hasard, Google Keep, bah, qui va être enregistré sur un cloud, peut-être que le cloud va être coûteux. Et au final, mes notes, peut-être que si je les avais prises sur un papier, tout simplement, bah, peut-être que c'était beaucoup moins coûteux pour l'environnement parce que le papier aurait été peut-être beaucoup plus petit et aurait eu un impact moindre. Ensuite, le cradle to cradle, bah, du coup, lui, c'est plutôt faire croître. Donc, c'est continuer dans cette dynamique de
qu'on est actuellement d'avoir toujours plus et de découvrir de nouveaux produits numériques et puis de les mettre en place chez nous. Et du coup, de continuer là-dedans grâce en fait à nos anciens produits qu'on aura réussi à réutiliser et on aura récupéré en fait des matériaux qui nous seront utiles. Donc voilà, c'est deux logiques. Je pense que les deux ont leurs limites et voilà, je voulais juste vous les présenter. Donc, vous me direz, qu'est-ce que la sobriété numérique? Donc, la sobriété numérique, en fait, c'est une démarche qui prend en compte toutes les étapes d'un produit. Ça va être la partie conception, fabrication, utilisation, et puis le recyclage aussi. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand ce produit est mort? Donc, c'est vraiment de prendre en considération toutes les étapes du cycle de vie en fait d'un produit et en fait d'avoir une démarche dans sa tête où on pense à où on met enfin voilà on prend des contraintes en place comme les contraintes environnementales, économiques et puis également enfin, humaines, sociales finalement. Donc voilà, c'est de réfléchir à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pendant ma formation, j'ai eu vraiment une phrase qui a été dite, redite et redite, et puis que je voulais vous partager, c'est finalement le smartphone écolo, c'est celui que je ne possède pas. Donc, le produit numérique écolo, c'est celui que je ne possède pas. C'est un peu, enfin, voilà, c'est une vision un peu extrême, mais de se dire, finalement, si je n'ai pas ce produit, si je n'ai pas besoin de ce produit, on ne va pas le concevoir, donc on n'aura pas besoin d'envoyer des humains aller dans des minerais, on n'aura pas besoin d'avoir des personnes qui fabriquent notre produit. Donc voilà, c'est un peu extrémiste, mais ça peut être une idée. L'idée 2, c'est peut-être de limiter nos achats et nos renouvellements de produits, peut-être essayer de trouver d'autres manières de consommer, peut-être se demander juste est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le dernier téléphone, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le dernier ordinateur ultra puissant, et puis peut-être se dire que trouver une démarche de se dire aussi, si on a vraiment ce besoin, peut-être que aussi, comment on renouvelle nos produits, comment nos anciens produits, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les jette? Est-ce qu'on ne peut pas je sais pas moi, les revendre d'occasion ou les donner à quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage qui en a besoin? Enfin, voilà, vraiment penser à tout ça, à qu'est-ce qu'on fait de notre produit quand il est terminé pour nous. Enfin, on va dire que son cycle de vie avec nous est fini, est-ce qu'il peut avoir une deuxième vie ou pas? Et puis, voilà, vraiment se poser la question de est-ce que j'ai besoin de ces produits? Voilà, du coup, ça a aussi la démarche de se dire, voilà, si j'ai un écran cassé de téléphone, est-ce que j'ai vraiment besoin de racheter un nouveau téléphone? Est-ce que je ne peux pas le réparer? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une technique qui me permettrait de le réparer? Ou est-ce que je ne pourrais pas peut-être le réutiliser? Est-ce que finalement, OK, l'écran, il est cassé, mais peut-être que l'écran, il fonctionne toujours. Je peux toujours faire ce dont j'ai besoin sur mon téléphone. Est-ce que je peux le réutiliser? Puis si je ne peux pas, comment je le recycle et comment je fais en fait avec cet outil? Hop, alors, c'est bon. Et du coup, puis une autre démarche qu'on pourrait avoir, on peut se demander aussi comment notre produit a été conçu, si on peut avoir l'information, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir forcément l'information pour tous nos produits et de partout, mais si on peut avoir cette information, essayer d'enquêter, nous, en tant que consommateurs, d'enquêter et de savoir comment notre produit a été fabriqué, où est-ce que les éléments de fabrication ont été pris, dans quelles circonstances, et essayer de prendre peut-être tout ça en considération et de vraiment réfléchir à toutes les étapes de notre produit. Et alors en ce moment, on a un peu ces termes souvent low-tech et high-tech qui ressortent. Donc, la low-tech, c'est d'essayer de sortir en fait de ce système en fait où tout est digital, tout est numérique. Voilà, sortir de ça et de s'éloigner
de ce monde de technologie. Et puis, high-tech, c'est voilà, au contraire, c'est plutôt la technologie de pointe, c'est vraiment aller là-dedans. Peut-être qu'il y a deux... Souvent, les personnes voient deux chemins, en fait, et puis pensent qu'ils ne peuvent pas se croiser. Moi, je pense qu'on pourrait vivre avec ces deux. Enfin, on a besoin d'avoir de la technologie de pointe dans des domaines comme la santé, comme dans plein. Enfin, je pense dans plein de domaines, on en a besoin. Et peut-être, enfin, Monsieur et Madame tout le monde, de se dire, voilà, peut-être que nous, on peut essayer de tendre vers une low-tech sans non plus être extrémiste, mais vraiment d'avoir des outils et des produits qui répondent à nos besoins et puis peut-être éviter, d'avoir peut-être juste trop de produits et puis qui nous servent pas et qui ne nous sont pas utiles. Voilà. Après, je donne des idées et puis voilà, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Voilà, je vous partage juste des idées. Et puis aussi sensibiliser. Voilà, comme je fais aujourd'hui, ou voilà, d'essayer de parler autour de nous, de sensibiliser les personnes à ces différents sujets, de les inviter à s'informer par eux-mêmes, puis après, avec toutes les informations qu'il y a actuellement et toutes les données, qu'ils fassent les choix qui leur correspondent au mieux. Donc, pour revenir un peu plus à des métiers un peu plus dans le digital, il y a un panel qui s'appelle l'éco-conception web. Donc, je vais vous le présenter aussi parce que je pense que ça peut être lié l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce que l'éco-conception web? En fait, l'éco-conception web, ça consiste à prendre en considération, pareil, les contraintes environnementales, sociales, puis économiques dans notre conception de service. Donc, c'est voilà, se dire, est-ce qu'il y a une façon peut-être d'implémenter des fonctionnalités, des choses qui peuvent être moins coûteuses pour l'environnement. C'est vraiment avoir cette réflexion et puis qui vient pas, toute seule. Je veux dire, il y a des listes actuellement qui existent et qui peuvent vous aider en fait à faire des bons choix pour l'environnement. Donc, la problématique actuelle, en fait, pourquoi on en est arrivé à l'éco-conception web? Parce que au début, quand le web a été créé, en 1995, il n'y avait que 0,02 milliards d'internautes contre 1,6 milliard aujourd'hui. Ce qui est quand même assez énorme comme augmentation. Donc, le problème, en fait, c'est que on est nombreux à accéder à Internet et à avoir Internet. Et puis, le but, c'est vraiment de rendre accessible, de rendre Internet accessible à tous. On voit, par exemple, Elon Musk qui veut mettre des satellites pour que tout le monde puisse avoir accès au Wi-Fi dans le monde et qui, on va dire, mettre une couverture en fait mondiale pour le Wi-Fi, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en considération parce que ça veut dire qu'il y aura encore du coup beaucoup plus d'internautes, ce qui est super parce que c'est vraiment, comme j'ai dit au début, c'est un puits d'informations et c'est génial de pouvoir se former sur différents sujets puis accéder tout de suite, trouver, dès qu'on a une question, on demande à Google ou à qui vous voulez dans ce monde-là et on a notre réponse. Et ça, je trouve ça vraiment génial comme façon de faire et tout le monde devrait avoir accès à ça. Mais du coup, il faut réfléchir à comment concevoir des outils et comment concevoir nos sites, nos plateformes pour que tout le monde y ait accès, peu importe la connexion, et puis qu'on n'arrive pas à un blocage parce que voilà, on a trop de sites, trop de choses et qu'on ne sait plus où les stocker, comment les stocker. Et puis, le but, c'est pas de devoir pousser des data centers de partout. Peut-être qu'on peut limiter ça. Donc, voilà. Donc, actuellement, voilà, on voit qu'il y a des services qui sont trop gras. Donc, on parle d'obésiciel ou de bloatware. Je ne sais pas si vous avez rencontré un de ces mots. Et puis, l'accessibilité qui reste encore très mauvaise et qui fait que les utilisateurs sont insatisfaits. Et puis, le but, quand même, c'est que les utilisateurs finaux soient satisfaits. Donc, donc voilà, c'est un peu embêtant. Et puis, voilà, les services trop gras qui
qui demande d'avoir une excellente connexion pour pouvoir accéder, c'est juste pas possible. Donc, quelle direction prendre? Réduire l'empreinte environnementale, les coûts, prendre en compte l'expérience utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment prendre ce schéma, pareil, ce cycle de vie de notre site, et puis se dire, quelle empreinte il a, quel coût il a, et puis quelle expérience on va donner à nos utilisateurs dessus, et puis comment y accéder le plus facilement et d'une manière peu coûteuse, autant financière qu'environnementale. Donc, dans la co-conception web, il y a 5 clés. Donc, ces 5 clés, je les ai reprises d'un livre qui s'appelle 115 bonnes pratiques de Frédéric Bordage, que si vous vous intéressez au sujet, je vous conseille. Il y a vraiment toute une partie où ils expliquent les meilleures façons de coder pour que ça soit le moins coûteux. Donc, moi, je ne m'aventurerai pas dans le sujet parce que ce n'est pas mon domaine. Mais c'est vraiment un très bon livre. Et il y a différents outils aussi qui ont été mis en place. Actuellement, il y a... attendez, je vous fais juste une petite aparté pour... je vous partagerai les liens en fait en commentaire sur le Meetup. C'est la boîte à outils NR. Donc là, en fait, sur ce site, vous avez plein d'outils qui vous montre en fait comment avoir un numérique responsable, et puis du coup qui peuvent vous donner aussi des outils pour comment concevoir de manière d'une façon comment éco-concevoir. Voilà, c'était la petite parenthèse partage de site. Donc pour revenir aux 5 clés. Alors la première, c'est définir le service rendu. Donc c'est vraiment de faire le cadrage en fait dans les méthodes UX. C'est vraiment de définir une unité fonctionnelle de notre site. C'est très important de faire ça en fait parce que ça va avoir un impact sur comment intégrer le site plus tard. Ensuite, étudier le service de bout en bout. Donc, c'est-à-dire prendre en considération tout, voir le réseau qui va être utilisé, les serveurs, où est-ce qu'on stocke notre site, dans quel type de serveur. Ensuite, les terminaux utilisés. Est-ce que si on conçoit ce site et qu'on se dit on ne le fait que sur ordinateur et on ne le fait pas sur mobile, est-ce qu'on va obliger des utilisateurs à acheter un ordinateur alors qu'ils ont un mobile? C'est vraiment essayer de prendre en considération tout ce que notre service, notre solution va toucher autour. Il faut vraiment, c'est vraiment penser à tout ça et essayer d'avoir la réponse, on va dire, la plus éco possible, si je puis dire. Et puis, à toutes les étapes du cycle de vie aussi, parce que il y a la fabrication, l'utilisation, puis la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre solution quand les utilisateurs en ont plus besoin et ne la veulent plus? Est-ce qu'on laisse notre site mourir dans les bas-fonds du net, ou est-ce qu'on se dit non, on peut couper le service et puis on supprime et il disparaît? Ou est-ce que quand il va être utilisé, est-ce que les informations vont être rangées de façon logique pour que les utilisateurs trouvent l'information rapidement et puissent du coup passer peu de temps sur notre site finalement? Ou alors est-ce que ça va être long parce qu'on n'aura pas réfléchi à cette navigation qui sera fluide et rapide pour les utilisateurs? Et puis, en utilisant plusieurs indicateurs environnementaux, actuellement, il y a des plugins et des sites qui sont là en fait pour nous aider en fait dans cette éco-conception, et qui parlent en fait en équivalent litres consommés ou en équivalent kilowattheures consommés. Donc il y a un plugin de Green IT. Alors oui, Green IT, pour la petite parenthèse, alors c'est greenIT.fr. C'est un groupe en fait en France qui sensibilise les personnes sur justement tout ça, sur le numérique et puis comment éco-concevoir. Donc c'est là-bas en fait où j'avais fait ma formation. Et eux, ils ont développé un plugin donc qu'on peut mettre sur Chrome par exemple ou Firefox,
et qui nous permettent donc d'inspecter le site et de voir à quel point il est coûteux. Donc, il y a une échelle qui va de A à G, A étant la meilleure note et G étant la moins bonne note, et donc qui permet donc de voir en fait donc, ce que consomme notre page avec une liste en dessous de bonnes pratiques et en fait des points qui sont alertants sur notre site et qu'on pourrait améliorer. Donc, c'est vraiment un outil d'aide. Et puis, il y a un autre site qui ne fonctionne plus en ce moment, qui est Ecometers, mais qui est censé refonctionner et aussi qui permet donc d'analyser tout ça comme le fait le plugin. Et puis, bah, voilà, la dernière étape, c'est dans une démarche d'amélioration continue, c'est peut-être de se dire, bah, si je veux mettre une fonctionnalité, on peut faire une liste, par exemple, de fonctionnalités, on peut les classer et se dire, bah, il y en a qui sont incontournables, je peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire mon site sans avoir ces fonctionnalités, puis d'autres peut-être qui vont être plus secondaires et peut-être juste implémenter par exemple, les fonctionnalités indispensables et puis voir après avec l'usage, comment les utilisateurs se comportent, peut-être voilà, améliorer, peut-être se dire vraiment, en fait, on en a mis en secondaire, on en a vraiment besoin, et puis d'ajouter petit à petit comment on peut ajouter petit à petit les fonctionnalités. Et puis, il y a 3 postures de l'éco-conception web qui sont simplicité, frugalité et pertinence. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail. Donc, simplicité, c'est organiser, donc, comme je parlais d'organisation des fonctionnalités, comment ranger, comment concevoir de sorte à ce que l'utilisateur retrouve la fonctionnalité qu'il a besoin rapidement. Donc, c'est une démarche qui est qualitative, qui permet de lutter contre le numérique. Et oui, non, ok. Et voilà. Et donc, j'ai mis en exemple une capture d'écran alors, c'est un exemple qui est assez connu. Donc, c'est entre Yahoo et Google. Alors là, on est sur. Moi, j'ai cet update là, ça laisse là. Je dis qu'un quart d'heure, mais là, ça part long. Cyril, ton micro est allumé. Et je crois qu'on ne peut pas te muter. Je vais me mettre dans la salle d'attente. Ok, je crois que. Ok, désolé. Donc, pour revenir sur la capture écran, donc on a Yahoo, donc, qui est le moteur de recherche de Yahoo et le moteur de recherche de Google. On voit que sur Yahoo, quand on va sur leur moteur de recherche, on a tout en dessous, on a accès à nos mails, on a l'actualité, la météo, l'horoscope, les tendances du jour. On a encore un petit onglet plus si on veut avoir encore plus d'informations. On peut se connecter. Enfin, on a un système de notification. On a vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Alors que sur Google, on a le logo, le moteur de recherche. Et actuellement, c'est vrai que en haut, tout en haut, on peut se connecter aussi à notre compte Google, ou alors en bas, on a aussi des petites informations, mais ça reste très discret. Vraiment, la première chose que l'on voit, c'est ce moteur de recherche avec le logo. Donc finalement, Google a choisi une logique de une page, une fonctionnalité, alors que Yahoo s'éparpille en mettant toutes ces informations. Peut-être que les utilisateurs qui vont venir sur la recherche de Yahoo, en fait, l'actualité, ils n'ont peut-être pas du tout envie de regarder, ça ne les intéresse pas. Donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de charger toute cette page, ces images? Peut-être qu'il y a des vidéos qui se lancent. Enfin, je ne sais pas, peut-être c'est assez lourd. Et puis, peut-être qu'ils n'arrivent même pas à ouvrir la page de recherche Yahoo, alors qu'au final, ils veulent faire une recherche rapidement. Donc, ça peut être agaçant et puis l'utilisateur n'a peut-être pas envie de venir sur cette page, alors que sur une autre page qui a juste la fonctionnalité, ça prend moins de temps de chargement, on trouve tout de suite l'information et puis au final, moi je sais que je suis assez satisfaite quand ça va assez rapidement quand je cherche quelque chose. Donc voilà, ça peut aussi amener une mauvaise expérience et puis finalement, comme on disait tout à l'heure, on parlait d'obésiciel et de gras. Je pense que là, pour la version Yahoo, il y a quelques kilos en trop.
Pour la frugalité, ensuite, donc ça, c'est une démarche quantitative. Donc, c'est vraiment le tri des fonctionnalités. Ce que je vous disais, peut-être de classer, de se dire, voilà, ça, c'est des fonctionnalités incontournables. Et puis, voilà, il faut à tout prix que j'ai ces fonctionnalités-là. Et ensuite, j'ai une liste de fonctionnalités peut-être secondaires, tertiaires, et puis essayer de classer ces fonctionnalités. Et puis, après, de trouver des façons de les implémenter de la meilleure façon qu'on puisse implémenter ces fonctionnalités pour permettre à l'utilisateur de trouver rapidement ce qu'il a besoin. Et puis ensuite, la pertinence. Alors, c'est un petit calcul, hein. Faut être bon en maths. Du coup, c'est de prendre utilité multiplié par la rapidité, par l'accessibilité. Donc voilà, c'est de mettre en place des fonctions utiles, rapides, qui permettent, on va trouver l'information rapidement, le temps de chargement du site ne sera pas long, et puis accessible, qui permet à tous d'accéder à ça de manière rapide et simple. Donc, comment on peut faire? L'idée numéro 1, c'est vraiment de penser impact, de se dire, quand je conçois mon site, qu'est-ce qui se passe? Et de prendre vraiment toutes les étapes en considération, de se dire, si je mets sur une open page une vidéo qui se lance automatiquement en 4K, quel va être son impact finalement? Est-ce que tout le monde pourra la lire? Est-ce qu'il y a une alternative pour que des personnes qui ne peuvent pas charger une vidéo comme ça puissent quand même accéder au contenu? Est-ce que finalement on a besoin d'avoir vraiment cette vidéo en 4K sur notre homepage? Est-ce que ce carrousel qui se lance automatiquement aussi est vraiment utile? Est-ce que finalement, juste avoir un header tout simple n'aurait pas fait l'affaire? Vraiment penser impact de quand on design un produit ou quand on va le concevoir aussi. Est-ce que mes utilisateurs sont sur mobile, sont sur tablette, desktop? Est-ce que, où est-ce que je vais héberger mon site? Est-ce que est-ce qu'on met par exemple des serveurs directement chez nous? Est-ce que c'est peut-être moins coûteux? Est-ce que c'est moins coûteux pour l'environnement aussi? Est-ce que, vraiment, faut se poser beaucoup de questions. Je vais pas toutes les lister, mais c'est vraiment penser impact. C'est vraiment avoir cette démarche de se dire, ok, je fais ça, mais qu'est-ce que ça touche autour? Et vraiment de penser à tout ça. Et puis ensuite, l'idée 2, j'ai envie de dire, se former, se renseigner. Si je pense que dans les métiers comme comme moi, par exemple, UX designer, je pense que c'est aussi notre part de responsabilité. Il faut qu'on aille se renseigner, il faut qu'on aille chercher l'info, il faut qu'on se forme. Je veux dire, sans forcément suivre un cours, on peut très bien, il y a plein d'informations sur plein de sites actuellement et c'est en plein boom, donc c'est super. Il y a l'Institut national, l'Institut du numérique responsable en France qui est arrivé en Suisse aussi. Donc peut-être essayer de se retourner vers des choses comme ça et puis de se vraiment de se former, de se renseigner, puis de prendre conscience en fait de tout ça. Et puis évidemment, je dis pas qu'il faut faire du tout au tout et puis essayer de changer radicalement de chemin, mais peut-être de faire petit à petit, d'essayer d'aller dans une direction où on prend en considération aussi l'environnement, parce que on a quand même conscience actuellement que le numérique au sens large, ça a un impact sur l'environnement, alors que dans les années 2000, on pensait que c'était la solution pour éviter qu'on coupe des arbres. Donc, on a quand même évolué, on a fait du chemin, et puis je pense que c'est à nous d'essayer c'est à nous de chercher cette information, et puis de se former, et puis de sensibiliser les personnes. Et puis finalement, de participer. Participer comment? Par exemple, en parlant autour de nous. Voilà, ça veut dire après, c'est essayer de planter des petites graines. Et puis, il y a des personnes qui vont être intéressées, qui vont être sensibles à ce sujet et qui vont essayer d'aller voir plus loin. Puis, il y en a d'autres peut-être qui vont se dire non, moi, ça, je m'en fiche. Puis, tant pis. Mais voilà, d'essayer de transmettre ça et d'en parler autour de nous, puis de voir si ça peut prendre ou pas. Et puis, voilà, donc j'ai fini ma présentation sur le sujet. J'aimerais beaucoup échanger avec vous.